Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. À la une de Jeune Afrique cette semaine, le Mali et cette question: pourquoi est-ce que l'Azawad reprend les armes, et cela pour la première fois depuis les accords d'Alger qui datent de 2015. Or, ces dernières semaines, de violents combats ont opposé l'armée malienne aux groupes armés Touareg. François Soudan, comment en est-on arrivé là ? Alors, la cause immédiate de ce que la coordination des mouvements de l'Azawad appelle depuis le 11 septembre l'état de guerre, et ce qui est peut-être le début de la 6e rébellion Touareg au Mali depuis l'indépendance, c'est d'abord le désengagement des casques bleus de la MINUSMA, poussé vers la sortie par les autorités de Bamako. Le départ de la MINUSMA a pour conséquence qu'il n'y a plus de médiateur possible sur le terrain entre les deux parties. La dernière tentative de négociation, elle a été menée mi-juillet par le patron du renseignement malien, le colonel Koné, qui s'est rendu à Kidal pour y rencontrer l'incontournable chef Touareg Al-Gabas Aguintala, qui est le président de la CMA. Manifestement, ça a échoué depuis. Le dialogue est au point mort, tout comme l'accord d'Alger de 2015, même si, Catherine, s'il n'est pas encore totalement rompu. En tout cas, chaque camp s'accuse mutuellement de la responsabilité de ces combats. Quels sont les arguments des uns et des autres ? Alors, il est clair que depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Goïta en 2021, il n'y a plus cette dose de confiance minimale entre Bamako et les combattants Touareg du Nord, sans laquelle rien n'est possible. Le pouvoir militaire de transition a fait du rétablissement de la souveraineté de l'État, surtout le Mali, le fondement de sa légitimité. Alors bien sûr, quand on regarde la situation sécuritaire pour le moins dégradée du Mali, où opèrent d'autres groupes armés, notamment djihadistes, on voit qu'il y a très loin de la coupe aux lèvres, mais ce mantra souverainiste, centralisateur, c'est l'ADN de la junte. Et ça s'accompagne d'une assez grande méfiance vis-à-vis de la composante touareg et arabe de la société malienne. De leur côté, les ex-rebelles Touareg ont boycotté le référendum de juin constitutionnel, justement parce qu'ils estimaient que ce texte ne consacrait pas la décentralisation prévue par les accords d'Alger, Catherine. En tout cas, les violents affrontements qui ont éclaté ces dernières semaines se déroulent aussi sur fond de guerre de communication. Est-ce que l'annonce de la création d'une alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina et le Niger fait partie de cette guerre de communication ? Alors, guerre de communication, vous avez raison. Chaque affrontement sur le terrain donne lieu à des communiqués, des vidéos, des récits, des bilans totalement contradictoires. D'un côté, la CMA exhibe volontiers ses prisonniers. De l'autre, Bamako, on le sait, est devenu une sorte d'incubateur de toute une kyrielle de faux comptes et de trolls pro-régime, dont les infox d'ailleurs sont souvent relayés par la chaîne russe RT. Alors difficile dans ces conditions de savoir avec précision qui contrôle quoi sur le terrain. L'annonce le 16 septembre de la création d'une alliance entre les trois régimes, Bamako, Ouagadougou, Niamey, espèce de G3 Sahel dont l'initiateur, le patron, c'est le colonel Goïta. Ça relève pour l'instant de l'opération de com, mais même si sa charte se veut explicite sur le sort à réserver au mouvement irrédentiste Touareg au Mali, mais aussi peut-être demain au Niger, où le coup d'État semble les avoir animés. L'article 5 de cette charte du Liptako Gourma appelle en effet à régler au besoin par la force toute rébellion armée ou menace portant atteinte à l'intégrité du territoire. L'avertissement, on le voit, ou plutôt la sommation est claire. Reste à savoir, Catherine, si l'armée malienne a les moyens de mettre en œuvre une guerre sur deux fronts à la fois, même si cette armée de 2023 n'a plus grand-chose à voir avec celle de 2012, ça paraît très compliqué. Merci François Soudan.